Bonjour à tous et bienvenue dans 360 où cette semaine, je vais terminer le sujet entamé dans l'épisode précédent et vous expliquer comment la fonte de l'Antarctique pourrait bien stopper ou au moins ralentir la fonte de l'Antarctique. Mais pour comprendre le phénomène, le plus simple est de parler une fois de plus de l'inland sea arctique européen, celui qui a aujourd'hui presque disparu. Si, presque. Actuellement, les grands glaciers qui occupent le nord de la Norvège peuvent être considérés comme un reliquat de ce géant du passé. Mais ce ne sont pas ces vestiges qui nous intéressent, non, c'est la mer Baltique. Et voyez-vous, la mer Baltique est connue pour être de moins en moins profonde. C'est au point que les cartes marines doivent dans certains secteurs être réactualisées toutes les quelques années, sans quoi les navires s'échouent sur des hauts fonds qui étaient plus profonds il n'y a pas si longtemps. Mais ce n'est pas le niveau de la mer qui baisse, non, c'est le niveau du sol qui remonte. Toute la Scandinavie se soulève à une vitesse qui peut atteindre jusqu'à 1 cm par an. Pour en comprendre la raison, il faut remonter dans le temps. La Scandinavie était au cœur de l'inland sea arctique nord-européen. Un glacier épais de 2 à 3 km recouvrait donc toute la région. En conditions normales, la glace a une densité de 0,91 kg par mètre cube. 3000 mètres de glace dans un carré de 1 mètre sur 1 mètre ne pèse pas 3000 fois ce poids. Cette colonne ne pèse pas 2730 kg ou 2,730 tonnes. Il pèse plus lourd parce que la glace est un solide compressible. Naturellement, elle contient de l'espace entre les molécules, mais plus vous l'écrasez sous un point important, plus les molécules se resserrent et donc plus le volume occupé par une même masse de glace diminue. 3000 mètres de glace, ça pèse son poids et donc plus on va profond dans la colonne, plus la glace est compactée, dense. Et notre inland sea, c'est bien, il ne fait pas 1 mètre sur 1 mètre, il recouvre des milliers de kilomètres des îles britanniques jusqu'à la Russie en passant par la Baltique. Et oui, la Baltique est au centre de ce gigantesque glacier et elle est donc également au centre de la déformation. Si vous avez vu ma vidéo sur l'isostasie, vous savez que la lithosphère flotte, pour ainsi dire, à la surface du manteau asténosphérique, solide mais plus visqueux qu'elle. Et, exactement comme un navire dont on charge les soutes, cette lithosphère s'enfonce quand on augmente la charge. Plusieurs kilomètres de glace, c'est une charge importante. La région de la Baltique s'est enfoncée sous le poids de la glace, et quand l'inland sea a fondu, la contrainte s'est relâchée et les roches ont commencé à se soulever. Bilan, en quelques millénaires, le sol s'est soulevé d'au moins 40 mètres. De nombreux lacs de Scandinavie étaient, au sortir de l'ère glaciaire, des morceaux de la Baltique, mais le soulèvement du sol les a isolés et remplacés par des étendues d'eau douce. Les humains ont vécu ce changement et le vivent encore, car la Baltique se soulève toujours de plusieurs millimètres par an. C'est bien peu par rapport au rebond initial, juste après l'ère glaciaire, mais c'est quand même important. Ces rebonds post-glaciaires, comme on les appelle, ont tout un tas d'implications que je discuterai en temps et en heure. Pour l'instant, intéressons-nous à ce que cela représente pour l'Antarctique. L'Antarctique abrite un inland sea épais de 2 km en moyenne et pouvant même atteindre 4,7 km d'épaisseur à son maximum. Et cette calotte a atteint ses dimensions il y a déjà près de 15 millions d'années. Autant dire que la lithosphère antarctique a ployé sous le poids. Mais avec les rebonds glaciaires, dès que la calotte s'affine, la contrainte se relâche et le sol commence à se soulever. Et c'est d'ailleurs la phase initiale qui est la plus rapide. Face au changement climatique actuel, l'Antarctique va donc fondre, en commençant par ses bordures, c'est acquis. Mais du coup, la contrainte exercée sur la lithosphère va se réduire et la bordure du continent, devenue moins blanc, va se soulever. Plus les glaces fondront, plus le soulèvement sera important. Et c'est ainsi qu'une course va se lancer. Bilan, tant que la montée des eaux reste relativement lente, le soulèvement de l'Antarctique, sous l'effet de la fonte des glaces, limitera la fonte des glaces, car les glaces ainsi soulevées sont moins exposées aux eaux chaudes de l'océan. Et en prenant en compte tous les paramètres, y compris le soulèvement du sol, les modèles repoussent l'hypothèse d'une fonte totale jusqu'à 9 degrés Celsius, plutôt que les 6 dont je parlais la dernière fois. 6 degrés ne marquant alors plus qu'une fonte exponentielle de jusqu'à 70% de la calotte. C'est une bonne nouvelle. L'Antarctique est plutôt résistant à la fonte totale. Le problème,
c'est qu'il est moins résistant à la fonte tout court qu'on ne l'espérait. On pensait avoir encore plusieurs années avant que les glaciers les plus vulnérables ne se déstabilisent, et pourtant, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça a déjà commencé. On l'observe depuis déjà plusieurs années, et on commence à comprendre pourquoi cette fonte se produit plus tôt que prévu. Cela donne un objectif clair, limiter le réchauffement pour maintenir la fonte de l'Antarctique dans les paramètres acceptables. Tant qu'on restera dans cette limite, la résistance de Ninensis à la fonte devrait bloquer toute possibilité d'une fonte exponentielle. Si nous nous tenons à nos objectifs climatiques, ce qui implique un pic des émissions de CO2 entre 2030 et 40, puis la neutralité carbone vers le milieu du siècle, alors le réchauffement devrait rester largement insuffisant par rapport à ce qu'il faudrait pour provoquer un emballement et une fonte totale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Des pays insulaires et des villes comme Shanghai sont d'ores et déjà condamnés à moins de travaux colossaux, et des dizaines de millions de personnes seront déplacées par la montée des eaux. Mais bref, voilà qui conclut ce double épisode, qui était, je dois l'avouer, un des plus difficiles que j'ai eu à écrire, si c'était même le plus difficile depuis le début de cette chaîne. Mais ma vidéo sur le Rhône discutant les conséquences géologiques d'une fonte totale, je devais expliquer pourquoi cette fonte totale ne devrait pas survenir. Mais le sujet est tellement vaste qu'il faudrait une chaîne entière dédiée rien qu'à la fonte des glaces si on voulait traiter le sujet complètement en profondeur. Le tout était donc pour moi de parvenir à simplifier un sujet extrêmement complexe sans perdre le sens du consensus scientifique et en essayant de favoriser quand même les exemples liés à la géologie, parce que c'est quand même le cœur de cette chaîne. J'espère avoir réussi à trouver un équilibre, mais si le sujet vous intéresse, je vous encourage à creuser par vous-même, à aller voir plus loin, car il y a beaucoup plus que ce que je pouvais évoquer en un gros quart d'heure de vidéo. Bref, à une prochaine fois, et d'ici là, puisse votre esprit demeurer vif et votre curiosité dénuée de toute limite.